RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Il est 9h10, le débat du jour en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et puis évidemment, en audio, dans votre radio, vous êtes dans votre voiture, autour de la table du petit déjeuner. Et vous nous écoutez parler ce matin de budget, Louis Dauphren. Petit déjeuner à 9h10. Il y a des gens qui se lèvent tard. Ah bah oui, il faut. Eh bien écoutez, oui, on va parler de budget, tant qu'il y en a, donc c'est le moment. Il faut qu'il y en ait un, en tout cas, c'est ce que nous disent ceux qui se sont entendus donc pour que François Bayrou ne trébuche pas sur cette marche budgétaire, confortée donc par la décision du PS de ne pas chercher à faire tomber son gouvernement. Il a dégainé les premiers 49.3, sans grand risque pour sa survie politique. On va en parler avec nos débatteurs. Est-ce que cela signifie que la gauche donc, se divise, s'éclate à la lumière donc, de ce qui s'est passé aussi à Villeneuve-Saint-Georges, peut-être? On pourra commenter, puisqu'on n'a pas beaucoup parlé hier. Eh bien, on peut en parler ce matin avec nos débatteurs qui ont pris leur petit déjeuner il y a longtemps pour pouvoir être là ce matin. Bonjour Clotilde Brossolet. Bonjour Pierre-Hugues, bonjour à tous. Éditrice, essayiste, vous êtes dans le point de vue de la matinale un mercredi sur de Guillaume Goubert. Bonjour. Bonjour à tous. Ancien directeur de la rédaction du quotidien La Croix, également chroniqueur sur RCF et Radio Notre-Dame. C'est le mardi pour vous, à 9h moins le quart, les histoires de l'art. Mais ce matin, vous venez commenter l'actualité. Les auditeurs aussi peuvent la commenter par mail, direct@rcf.fr ou direct@radionotre-dame.com. Bienvenue dans le débat du jour. Et comment donc analysez-vous ce qui est en train de se passer d'un point de vue budgétaire et que le miroir peut-être d'évolution politique, en tout cas à gauche, puisque d'un côté il y a LFI et le PS qui se distancent à mesure que la solution émerge, semble-t-il, avec François Bayrou pour que celui-ci puisse faire advenir un budget qui soit accepté par tous. Clotilde Brossolet et Guillaume Goubert, sachant que Olivier Faure a déclaré par exemple qu'il était hostile au gouvernement mais favorable à l'idée qu'il y ait un budget. C'est cette ligne-là qui semble l'emporter, Guillaume Goubert. Oui, effectivement, c'est une ligne de responsabilité qui est que, effectivement, laisser la France sans budget a quand même de gros inconvénients pour beaucoup de parties prenantes de la vie du pays, des entreprises qui attendent des commandes de l'État, des agriculteurs, par exemple, c'est souvent l'exemple qui est cité, mais les agriculteurs qui attendent des mesures de soutien qui sont pour le moment gelé du fait de l'absence de budget. Donc le Parti socialiste a fait le choix de négocier avec ce gouvernement, avec comme officier traitant, si j'ose dire, le ministre de l'économie, Éric Lombard, qui est, de par son itinéraire personnel, assez proche de la gauche social-démocrate, du rocardisme. Il est issu du rocardisme. Et donc, ce qui n'a pas été possible, ni même tenté, je crois, sous le gouvernement de Michel Barnier. Eh bien, alors pourquoi ? Ben oui, je vous renvoie la question, cher Louis. Effectivement, on a du mal à comprendre pourquoi, effectivement, si c'était possible. Parce que, bon, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le PS a actuellement aussi un intérêt politique à ne pas faire tomber le gouvernement. C'est-à-dire que le but de la France Insoumise, c'est de provoquer aussi vite que possible une présidentielle anticipée, parce que Jean-Luc Mélenchon pense qu'il a de fortes chances, et effectivement, on peut le comprendre, d'arriver en tête de la gauche pour être ensuite au second tour face à Marine Le Pen. Donc le PS n'a absolument pas, dans l'état où il est actuellement, où il n'a pas encore choisi son chef de file dans la perspective d'une élection présidentielle, le Parti socialiste n'a absolument pas intérêt à une présidentielle anticipée. Donc il a relativement intérêt à ce qu'on trouve un accord sur le budget pour donner quelques mois de détente dans la vie politique. Pourquoi est-ce que Michel Barnier n'a pas fait ce choix-là? Effectivement, pour moi, c'est un peu énigmatique. Clotilde Brossolet. Oui, moi je pense qu'en fait, il y a une question de temporalité aussi. C'est-à-dire que Michel Barnier prend le gouvernement au lendemain, enfin façon de parler, puisqu'il s'est quand même passé 2 mois de la dissolution. Et nous avons tous été saisis par la puissance du Rassemblement national à la sortie de ces élections, sa puissance dans les suffrages. Et alors qu'en tant que parti tout seul, alors qu'à gauche, il y avait cette union, le nouveau Front populaire, composé des 3 partis de gauche, principaux partis de gauche. Et donc je pense que naturellement, Michel Barnier s'est tourné vers ce parti puissant qui avait émergé et qui était finalement en nombre de suffrages le plus important, pas en nombre de députés. Je pense que peut-être qu'on peut expliquer ça. C'est la sidération au lendemain des résultats qui a provoqué cette attitude-là. Je pense que ce qui se joue depuis 3 jours et qui va jouer encore pendant les 48 prochaines heures, c'est le budget évidemment, mais c'est aussi la capacité de certains partis politiques de dire qu'ils veulent que la France soit gouvernable.
même s'ils ne sont pas d'accord. Et je pense que de ce point de vue-là, le Parti socialiste à la fois prend un risque, c'est-à-dire qu'en se désolidarisant du nouveau Front populaire, il prend le risque dans 2 ans, dans 1 an et demi maintenant, pour les élections, moins d'1 an et demi, pour les élections municipales, et puis en cas de dissolution, de ne plus avoir le soutien du nouveau Front populaire. Je suis pas sûr que ce soit un gros risque, parce que de toute façon, la gauche, devant les urnes, a l'habitude de se réunir, et puis en général, ça éclate par la suite. En revanche... Sauf qu'à Villeneuve-Saint-Georges, justement, on a vu l'inverse. Voilà, on a vu ce mouvement mais de façon plus large. C'est-à-dire que pour le Parti socialiste, à Villeneuve-Saint-Georges, il ne se jouait pas sa possibilité d'être maire de Villeneuve-Saint-Georges. Voilà. Et puis en plus, la personnalité particulièrement, on va dire, sulfureuse de Louis Boyard n'a pas aidé. Je pense, peut-être qu'un autre membre de LFI aurait permis avoir plus de débats au sein du Parti communiste et du Parti socialiste. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une gauche réformiste modérée qui se reconstitue, qui refait ses forces au détriment de LFI ? Il y a quand même eu, on a vu aux élections européennes, la gauche réformiste, effectivement, conduite par Raphaël Glucksmann, qui a fait un score nettement supérieur à celui de LFI, ce qui a d'ailleurs permis au Parti socialiste de négocier un nombre de circonscriptions relativement élevé, et qui fait qu'aujourd'hui, le groupe socialiste à l'Assemblée nationale est presque aussi important que le groupe LFI. Donc oui, petit à petit, il y a quand même une gauche de gouvernement qui reprend un petit peu de poil de la bête. La question, c'est de se trouver un chef de file. Or là, on en est encore très très loin, parce que entre François Hollande, Olivier Faure, Raphaël Glucksmann, qui est très discret, je ne comprends d'ailleurs pas très bien pourquoi il est aussi discret, on ne sait pas très bien qui va incarner cette gauche social-démocrate, cette gauche prête à prendre des risques pour gouverner, prête à prendre des risques pour faire des alliances plutôt vers la droite que vers la gauche. Voilà, donc d'ici à ce que... parce que quand on parle des gauches irréconciliables, c'est Manuel Valls qui avait lancé cette formule dans le débat public il y a quelques années. Quand on parle de gauche irréconciliable, effectivement, aujourd'hui, ça paraît assez clair. Effectivement, on peut parler de Villeneuve-Saint-Georges, c'est un cas de figure assez intéressant. Comment l'analysez-vous, Guillaume ? Villeneuve-Saint-Georges, c'est LFI qui essaie de montrer qu'il est capable de conquérir une municipalité et de l'emporter en obligeant le reste de la gauche à se ranger derrière LFI. Et c'est un échec, c'est-à-dire que il y a un succès, un échec. Plutôt succès au premier tour, puisque LFI arrive en tête de la gauche dans cette commune. En même temps, c'était un défi très difficile à relever, parce que Villeneuve-Saint-Georges, c'est une commune extrêmement pauvre, et donc les idées radicales de LFI ont évidemment de l'écho. Et la droite était très fracturée. Donc, effectivement, LFI remporte le premier tour, mais passez-moi l'expression, se plante largement au second. Donc ça tendrait à démontrer ce que dit le centre-gauche depuis longtemps, c'est-à-dire que LFI n'a aucune chance de gagner face à la droite, et à plus forte raison face à Marine Le Pen dans une hypothèse, en l'occurrence Mélenchon, dans une hypothèse d'élection présidentielle. C'est votre analyse aussi, Clotilde ? Oui, je voudrais revenir sur les raisons du Parti socialiste de refuser la motion de censure, de la signer. C'est que je pense que le débat qui s'ouvre à nouveau sur les retraites est important pour le Parti socialiste. C'est-à-dire que en refusant de signer la motion de censure et de soutenir LFI, le Parti socialiste se repositionne comme un parti réformiste et puis un parti révolutionnaire. Si on reprend la distinction qu'on apprend à l'école des tout petits. Et ce qui est intéressant, c'est que ça pourrait permettre au Parti socialiste donc d'être audible lors de ces nouvelles négociations, et peut-être d'emporter quelques points de victoire qui lui permettraient d'assurer un électorat un peu plus large que celui qu'il a encore aujourd'hui. Je pense qu'il y a une dimension aussi très stratégique en raison de ce débat qui va s'ouvrir. Il a une position qui prête à discussion. Qui prête à discussion, mais parce qu'en plus, de toute façon, pour les élections à venir, ça peut être aussi un marqueur dans le cadre d'une campagne électorale, à quelle que soit l'échelle. Ça veut dire qu'on n'est pas gouverné en fait par les extrêmes, on est gouverné au centre. On est actuellement, mais c'est tellement nouveau qu'on se demande si ça va durer. Effectivement, pour l'instant, il y a les forces centristes, centre-droit, centre-gauche, semblent avoir une certaine capacité à trouver des arrangements, et le mot n'a rien dans ma bouche, c'est péjoratif, à trouver des arrangements pour avancer, parce que le pays est dans une situation
On va parler tout à l'heure d'un certain nombre d'enjeux internationaux où effectivement ça aboutit à un affaiblissement de notre pays et que la France effectivement a besoin d'un budget et elle a besoin d'être gouvernée. Une analyse, une petite nuance quand même, c'est que hier j'écoutais le maire de Saint-Ouen, donc socialiste, qui expliquait pourquoi il ne se ralliait pas à la motion de censure. J'avais l'impression qu'il découvrait la réalité d'LFI. C'était voilà, nous ne voulons pas le chaos. Oui, enfin bon, il y a quelques mois au moment de la dissolution, LFI avait déjà cette ligne politique. Mais il y a un peu un retour au réel. On découvre le réel. Je sais plus, j'avais pris une situation. Oui, la brutalité en politique. Nous ne voulons pas de ça. Enfin bon, ça n'avait pas beaucoup dérangé le PS au lendemain de la dissolution. Est-ce que, paradoxalement, ce qui s'est passé à Villeneuve-Saint-Georges va fragiliser la France insoumise ? Je crois pas. C'est difficile à dire. Non, effectivement, je suis d'accord avec vous. Je crois pas que ça va les fragiliser parce que c'est un parti, osons le mot, qui est limite sectaire, à la limite d'une secte. Enfin, je veux dire, il y a une camarilla autour de Jean-Luc Mélenchon qui est extrêmement soudée, dont Louis Boyard est une des grandes figures. Donc, ce noyau dur de LFI, à mon avis, est inentamable à vue d'œil. Et je pense qu'il faut distinguer l'échelon national et l'échelon local aussi pour LFI. C'est-à-dire qu'à l'échelon local, LFI n'a pas de maillage territorial et il y a des maires qui sont bien implantés. Je pense en Seine-Saint-Denis à des maires d'hiver droite ou autres, qui, au moment des élections nationales, se rendent compte qu'alors qu'ils sont réélus très facilement pour les municipales, au niveau national, LFI l'emporte haut la main. Et en fait, je pense qu'il y a un double mouvement, avec un mouvement de fond à l'échelle nationale, où LFI garde sa superbe, avec les alliances qu'il est capable de faire, un discours extrêmement radical. Et puis, à l'échelle locale, finalement, les électeurs, quand ils votent, gardent leurs affiliations naturelles, et puis font confiance aux maires qui les gouvernent depuis un moment. Donc, je pense que Villeneuve-Saint-Georges ne nous dit pas tout d'LFI. Cela dit, LFI a une puissance de nuisance au niveau des prochaines élections municipales qui est considérable, notamment dans les communes qui sont aujourd'hui tenues par des municipalités de gauche. Si, pour prendre un seul exemple que je connais un peu, celui d'Ivry-sur-Seine, si LFI, la députée locale c'est Mathilde Panot, LFI décidait de lancer une liste contre la mairie sortante communiste, il pourrait y avoir beaucoup de dégâts. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que beaucoup de maires communistes, écologistes, notamment dans les très grandes villes, etc., sont quand même sur leur garde à tout le moins, voire ont une certaine peur de ce que pourrait faire LFI lors du premier tour des élections municipales. Et c'est là où, à l'échelle locale, Europe Écologie Les Verts va être véritablement un pivot. En fait, le Parti communiste est devenu trop faible, mais Europe Écologie Les Verts, c'est lui qui va avoir une position déterminante. Le politologue Stéphane Rosès nous dit qu'il y a une rupture stratégique qui a éloigné LFI de l'imaginaire français projectif et universaliste dont la forme politique est la République et que Jaurès sut traduire dans la tradition socialiste. Or, LFI nous dit que la France n'est plus composée de citoyens libres et égaux en droit, aspirant à une égalité réelle, mais elle serait métissée, composée d'une somme de minorités ethniques, religieuses et sociales, comme aux États-Unis en fait. Et LFI importe un peu ce modèle communautaire américain. C'est votre avis, Guillaume Gaubert, et qu'il y a une rupture avec ce que représente le pacte républicain français, et c'est peut-être un écart entre la gauche classique et LFI. Oui. En même temps, il y a un calcul politique qui est assez simple, qui est de dire, pour arriver en tête de la gauche, c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire, il faut arriver en tête de la gauche pour ensuite obliger les autres à se rallier. Pour arriver en tête de la gauche, LFI fait un pari très simple. On va compter sur les jeunes, je dirais toutes couleurs confondues. Qui n'ont plus cet imaginaire. Et oui, tout à fait. Voilà. Vous avez raison. Et deuxièmement, sur ce qu'on appelle pudiquement les quartiers, les banlieues, etc., qui recouvrent les populations d'origine dont les ancêtres sont venus d'ailleurs. Voilà, donc il y a des formes, et bien sûr... La Nouvelle-France, comme nous dit LFI. C'est en partie vrai, faut le reconnaître. Je veux dire, c'est que cette réalité française, cette nouvelle réalité française, elle existe. Je veux dire, la France est un pays beaucoup plus divers qu'il n'a été il y a 2 ou 3 générations, et il faut apprendre à vivre avec ça. Alors la question, c'est à quoi ça doit servir, comment on s'en sert politiquement. LFI en fait un élément de division. Il faudrait plutôt en faire un terrain pour rechercher à comment vivre ensemble avec nos différences.
Clotilde Brossolet, sur cet imaginaire, justement. Oui, nous l'avons dit souvent à ce micro, et moi la première, c'est-à-dire que la dimension du collectif disparaît de nos sociétés occidentales. En France, on va dire, le pacte républicain est mis en difficulté. Finalement, le nous est difficile à exprimer. Mais si on résume, ça a l'air de dire l'immigration dilue la République. Non, c'est pas nécessairement l'immigration. Je pense que c'est. Si on écoute Stéphane Rosès. C'est pas que l'immigration. En fait, je pense pas qu'ils disent que ce soit l'immigration. Je pense que c'est aussi la montée d'une pensée individualiste qui délie les solidarités naturelles. Et à ça, si vous ajoutez une population d'origine étrangère qui, elle, arrive avec ses propres codes et à qui on ne propose pas un code commun, finalement, on arrive à la situation à laquelle que décrit Rosès. Mais je pense que pourquoi LFI prospère justement dans ces quartiers dits difficiles et auprès des jeunes, c'est parce que ce sont deux types de populations qui n'ont pas été nourries d'un imaginaire commun, on va dire avec une notion Renan, voilà, la citoyenneté classique. Voilà, je mets de côté mes particularismes pour rentrer dans le grand commun. Je suis pas sûr que Renan soit connu dans les beaux quartiers non plus. Mais là, sans que Renan soit connu, nous avons été baignés, enfin, une partie de la population a été baignée par ça. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la fraternité humaine, puisqu'il y a 6 ans, le pape François, avec l'imam Al-Ajeb, avait publié un document sur la fraternité universelle. Est-ce que la France insoumise, qui se défend d'être du côté de la République, qui a la fraternité quand même dans ses valeurs, est-ce que la fraternité a été oubliée par la France insoumise ? La France insoumise est dans une logique d'affrontement. Donc c'est difficile de vivre la fraternité quand on est dans une logique où il s'agit effectivement de rassembler les uns contre les autres. Cela dit, c'est une logique de premier tour, encore une fois. Je veux dire, le problème, c'est qu'ensuite, une fois qu'on a cette base électorale, si on n'a que ça, on n'a aucune chance d'arriver au pouvoir. Or, le but, malgré tout, d'une force politique et d'un homme politique comme Jean-Luc Mélenchon, c'est d'arriver au pouvoir. Donc, entre le premier et le second tour, il faudrait voir. Ce sera intéressant de voir si ça devait se produire. Ce sera intéressant de voir comment il essaie de convaincre tout le monde que finalement il n'est pas si méchant que ça, quoi. Mais plutôt, quand il parle de pacte républicain, que mettent-ils derrière s'ils ne mettent pas la fraternité ? Ah, mais moi je pense qu'il revendique tout à fait le terme de fraternité. J'ai pas été suffisamment dans les textes de LFI pour pouvoir vous l'attester, mais j'imagine que pour eux la fraternité, c'est précisément qu'aujourd'hui la France se créolise, que voilà, donc il faut apprendre à vivre dans notre diversité, etc. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui ils l'annoncent sur un mode totalement conflictuel qui est irrecevable pour la plupart des Français. La fraternité, Clotilde Brossolet, sur ce point, oui, je pense que la fraternité, c'est dans le cadre politique, c'est d'abord la recherche du dialogue, de la recherche en commune d'un bien commun, même si nos opinions ne sont pas toujours les mêmes, et on ne peut pas dire que LFI, en tant que parti politique, soit dans la quête de ce qui nous rassemble. Tout le monde est pour la fraternité, mais on en a des versions un peu différentes. Complètement. Voilà. C'est un mot valise, quand même, par excellence. Un mot valise, alors du coup, il est un peu inutile. Je suis pas sûr que la fraternité universelle du pape François soit celle de Jean-Luc Mélenchon. Ça sera le mot de la fin de cette séquence. Ça pourrait être un sujet à soi. Clotilde Brossolet, qui est dans notre point de vue tous les matins, mercredi matin, à 7h20. Vous auriez ma peau, c'est trop dur de se lever si tôt. Merci de vous être levé si tôt ce matin. Et Guillaume Goubert pour le débat du jour. Continuez à réagir par mail direct@rcf.fr et direct@radionotre-dame.com. On fait une courte pause pour un passage par les informations. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Toujours avec Clotilde Brossolet et Guillaume Goubert. Vous pouvez nous suivre en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et puis, bien sûr, on attend vos réactions sur YouTube, mais également par mail direct@radionotre-dame.com. Des droits de douane plus élevés, c'est ce qui se profile pour l'Europe, pour l'Union européenne, qui est la prochaine sur la liste. À partir de mardi, Washington va imposer 25% de droits de douane sur les produits provenant du Canada et du Mexique et 10% supplémentaires à ceux qui existent déjà sur les produits chinois. C'est donc une nouvelle à laquelle on s'attendait, mais qui est difficile pour l'industrie automobile ou la chimie ou l'agroalimentaire. À voir donc quelle peut être la riposte de l'Union européenne et comment se positionner par rapport à cette politique de guerre commerciale engagée par Donald Trump. Clotilde Brossolet. En fait,
ça va être le moment de savoir si l'Europe est utile et si pour l'opinion publique. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que Donald Trump ne connaît pas l'Union européenne, il n'en a rien à faire, il nous prend pour des nains, il a peut-être pas tort, il a une politique protectionniste assez classique dans l'histoire américaine qui revient régulièrement. Et on peut regarder comment a réagi la Chine. Donald Trump dit plus 10%, la Chine répond plus 15%. Donc en fait, d'un point de vue commercial, dans une logique libérale, c'est le rapport de force qui l'emporte. Donc, est-ce que l'Union européenne va être capable de rentrer unie dans ce rapport de force ? J'en suis moins certaine. Mais si l'Europe n'est pas en capacité de protéger les concitoyens, les citoyens européens de cette guerre commerciale lancée par Donald Trump, alors là, l'Europe aura définitivement donné la preuve de son inutilité ou de sa faillite dans l'opinion publique. Hein. Et protéger, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, la question, c'est de quels sont les droits de douane que nous allons du coup, en contrepartie, imposer à Donald Trump ? Qu'est-ce que nous allons pouvoir négocier ? Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit comment le Mexique a réagi. C'est-à-dire que le Mexique est parvenu à entrer dans une logique de négociation. Et la Chine aussi. Donc déjà, ça va se jouer à une négociation. Mais la difficulté, c'est qu'en Europe, nous avons des pays qui ont intérêt à avoir des relations unilatérales avec les États-Unis, parce qu'ils ont déjà une amitié qui est entamée depuis longtemps, ou par exemple l'Allemagne, parce que Olaf Scholz, il peut faire le gros dur hier, comme Emmanuel Macron, en disant nous défendrons. Lui, il est capable de... Enfin, déjà, il est en situation de fragilité dans son propre pays, il va bientôt ne plus à pouvoir diriger, hein, on arrive à la fin on va dire, du mandat, entre guillemets, mais l'Allemagne a tout intérêt à avoir des relations unilatérales avec les États-Unis pour maintenir ses exportations de voitures. Et puis voilà, je termine. J'aurais d'autres choses à dire, mais je ne vais pas faire un tunnel. Non, ou la chimie, par exemple. La chimie allemande aussi. Guillaume Goubert. Ce qui est compliqué à gérer le problème cinétech économique est relativement simple. Je veux dire, effectivement, on est dans une partie de poker ou de bras de fer, enfin tout ce que vous voulez, face à un président américain qui montre les muscles pour obtenir, enfin qui demande un bras pour obtenir une main. Voilà, je veux dire. Il y a des mots comme ça qui apparaissent dans le débat public tout d'un coup et puis que tout le monde adopte comme si on les avait utilisés depuis des générations. Alors le mot transactionnel en fait partie. Donc Trump est un homme transactionnel, c'est-à-dire que il s'agit de négocier, il s'agit de marchander. Donc marchander avec lui, je pense que l'Europe en plus il faut quand même rappeler une chose, c'est que sur les questions commerciales, c'est la Commission européenne qui est en charge. C'est un sujet qui est déjà fédéralisé. Donc, au moins, il y a un interlocuteur unique. Alors, reste à savoir ce que cet interlocuteur est prêt à soutenir comme marchandage. Mais voilà, ça, c'est relativement simple. Moi, ce qui me paraît compliqué à faire, c'est que, en fait, Trump se sert de cette histoire de droit de douane pour mettre plein de sujets sur la table. Alors avec le Canada et surtout le Mexique, et la Chine, c'est la question du fentanyl, c'est-à-dire cette drogue qui fait des ravages aux États-Unis et donc il dit je mets des droits de douane pour obliger ces pays à lutter contre le trafic de fentanyl qui arrive chez nous. Dans le cas du Mexique, ça peut se comprendre. D'ailleurs, le Mexique a aussitôt annoncé qu'ils envoyaient des troupes à la frontière pour mieux contrôler ça. Dans le cas du Canada, ça semble être un peu un prétexte. Mais passons. Voilà, il y a la question des droits de douane vis-à-vis du Danemark, parce que le Danemark ne veut pas céder le Groenland. Et hier, j'ai aperçu une dépêche qui m'a glacé, qui est que Trump disait en contrepartie de tout l'argent que nous donnons à l'Ukraine, il faut qu'ils nous garantissent un accès à leurs minerais. Voilà, donc on est en permanence dans des la transaction, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas seulement du protectionnisme classique où, en gros, on met des barrières aux frontières pour protéger l'industrie nationale, pour réduire le déficit extérieur, pour créer des recettes douanières, etc., qui est un sujet, je dirais, économique et financier. Il y injecte des dimensions qui sont beaucoup plus géopolitiques et qui touchent à des sujets qui ne sont pas forcément directement ou immédiatement économiques. Il élargit le panier de la négociation. Oui, alors je pense que
c'est quand même une position qu'il va avoir du mal à tenir sur le long terme, parce que si on regarde la question européenne, la balance commerciale, elle est défavorable actuellement aux États-Unis, elle est plutôt favorable à l'Europe. Et donc ça veut dire que si les droits de douane augmentent fortement, le risque, c'est que nous, dans notre riposte, nous disions maintenant ça suffit à une partie des produits américains. Qu'est-ce que nous recevons comme produits américains ? Essentiellement des services liés à Internet. Donc toute la bande d'Elon Musk, eux, ils n'ont pas du tout intérêt à ce que l'Europe ne soit plus un marché important pour eux. Donc je pense qu'il va y avoir aussi d'autres négociations à l'intérieur du pays, de discussion. C'est-à-dire que Musk et tous ses petits copains de la Silicon Valley sont assez contents quand c'est le libéralisme à l'intérieur qui prévaut, mais un libéralisme aussi à l'extérieur est important pour eux. Et donc je pense que il y a un côté très provoquant chez Donald Trump. On le voit bien, 78 décrets signés dès le lendemain de son élection, dès le jour même de son intronisation. Là, excusez-moi, je ne sais plus comment on dit. Le jour même. Le jour même. Inauguration. Inauguration, merci. Et donc on voit bien, il y a un souci d'efficacité qui peut faire peur. Mais je pense que les enjeux sont plus complexes. Et c'est vrai qu'à partir du moment aussi, il y a de la géopolitique. Mais moi, ce que je crains, c'est quand même qu'en Europe, il y a des pays qui vont avoir intérêt à s'entendre en dehors de l'Union européenne, et surtout des pays qui sont dits illibéraux, comme par exemple la Hongrie, ou alors je ne mettrai pas dans la même case l'Italie de Meloni, même la Pologne. La Pologne a besoin des F-16 américains, et donc je pense que pour moi il y a un enjeu très important qui est là, ce que je viens de souligner dès le début, quoi. C'est-à-dire, est-ce que l'Europe va être capable, pour certains pays, de faire fi de ses intérêts propres au profit des intérêts de l'ensemble de l'Union européenne. Et je ne crois pas, et à titre personnel, je ne suis même pas sûre que ce soit sain, qu'en fait qu'un pays dise nous on renonce au nom de l'Union européenne. Voilà, moi je suis même à titre personnel, je suis même en question par rapport à cette attitude. De renoncer à ses propres intérêts pour l'intérêt commun. Pour l'intérêt commun. Pourquoi ? Parce que je pense que déjà les gouvernements sont élus par une souveraineté nationale, et il n'y a pas de souveraineté européenne, et que les électeurs attendent d'abord d'être défendus dans le cadre de leurs frontières. Je veux dire, la question de la nation et de l'État à l'échelle nationale, surtout en Europe, ne sont pas totalement abolies. Donc voilà, c'est une question pour moi. Guillaume Gobert ? Nous, en France, on aurait intérêt, à ce que tous les pays européens s'alignent d'une même voie. Ça, c'est sûr que pour la France, c'est ce qui aurait le mieux. D'abord, moi, je pense que le développement démocratique de l'Union européenne a quand même d'ores et déjà atteint un seuil important. Je veux dire, le Parlement européen a des pouvoirs et il s'en sert davantage d'année en année. Donc, le caractère non démocratique de l'Union européenne ne me paraît pas si flagrant que ça. Même si la situation aujourd'hui n'est pas très satisfaisante. Ensuite, si on commence à détricoter, par exemple, il faut détricoter l'euro. Et là, ça devient, en particulier pour la France, vous l'avez dit, ça devient très, très compliqué et très dangereux. Voilà. Donc, mais par exemple, dans le prolongement de ça, là aussi, vis-à-vis de l'Union européenne, je pense qu'on va être dans une partie de billard assez compliquée, parce que en fait, les grands géants de la tech que vous évoquiez, Clotilde, ils sont très hostiles au règlement européen qui essaie de limiter le fonctionnement un peu anarchique des réseaux sociaux. Enfin, quand je dis un peu, c'est une litote. Et donc, ces grands réseaux souhaitent tous que l'Europe revienne en arrière sur ces réglementations, et le deal va peut-être consister pour les États-Unis à dire on vous met pas de droit de douane si vous acceptez de démanteler votre législation protectrice en matière de réseaux sociaux. Ce qui manque quand même en Europe, comme un peu au Parti socialiste ou à gauche, ce qui manque, c'est une voix quand même qui, face à Donald Trump, puisse s'exprimer, puisse incarner quelque chose, non ? Est-ce qu'on n'a pas un problème d'incarnation quand même ? Oui, bien sûr. Bien sûr, on a un problème d'incarnation, et particulièrement en ce moment, où il y a des moments où dans l'histoire de l'Europe, les chefs d'exécutifs français et allemands incarnaient à deux cette dimension-là. Alors, actuellement, les deux principaux pays de l'Union, la France et l'Allemagne, traversent l'un et l'autre une crise politique sans guère de précédent. Donc, c'est sûr que c'est un moment très, très délicat. Alors, on a une relative chance, c'est que à court terme, c'est que la présidence
de l'Union, la présidence semestrielle de l'Union est assurée par la Pologne, avec à sa tête un homme raisonnable et expérimenté qui s'appelle Donald Tusk, et qui peut être un interlocuteur. Je pense par ailleurs que Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, rêve jour et nuit d'être cette incarnation. Voilà, la question c'est de savoir si nous on en a envie. Et je dis un nous très collectif, à la fois individuellement et à l'échelle des nations. Mais voilà, donc oui, effectivement, face à un pouvoir aussi centralisé et incarné en une seule personne que les États-Unis, c'est vrai que le caractère collégial de l'Union européenne n'est pas un facteur de force. Clotilde Brossolet. Oui, je pense que Ursula von der Leyen, en plus étant contestée au sein de l'Union européenne en partie, ne peut absolument pas incarner cette force de discussion et de négociation. Pareil, enfin, je peux rien dire de plus, quoi. Les deux grands pays européens ont leur gouvernement de façon ultra fragilisée. Moi, je serais peut-être un peu plus nuancée sur la position de Tusk en Pologne, parce que la Pologne est quand même un pays avec des liens très forts avec les États-Unis. On oublie quand même aussi la question de l'OTAN, avec en fait, qui est quand même un outil de puissance américaine en Europe. Et la Pologne a des bases importantes américaines qui lui sont utiles aussi dans la défense de ses frontières et qui jouent. Donc je serais plus nuancée sur la position que prendrait Tusk. Alors après, de toute façon, il faudra négocier. Donc finalement, est-ce que c'est pas intéressant d'avoir comme représentant de l'Union européenne un homme qui vient d'un pays qui est plutôt en situation de lien amicaux avec les États-Unis? Peut-être qu'en fait, ça peut être un atout. Donald Trump est en fait assez pragmatique quand on voit ce qu'il a fait au Canada, avec le Mexique également. C'est que quand on discute, on peut échanger, on peut à tout moment dialoguer. Oui, tout à fait. Au passage, il faudrait quand même souligner ce paradoxe depuis la prise de fonction de Donald Trump, c'est qu'il est beaucoup plus méchant, en tout cas verbalement, avec ses alliés qu'avec ses ennemis. C'est-à-dire que, par exemple, prenez les douanes, il annonce 25% pour le Mexique et le Canada et 10% pour la Chine. Alors, c'est vrai que pour la Chine, il y en avait déjà beaucoup qui avaient été instaurés avant, mais quand même. De même, au niveau géopolitique, on pouvait s'attendre à ce qu'il tienne un discours très dur sur la Chine, vis-à-vis de la Russie. Sa position est un peu plus compliquée et en fait il se montre très très agressif avec le Canada, le Danemark et le Panama, qui sont a priori des pays proches et des pays alliés. Voilà, mais en même temps effectivement il faut faire la part du, retenez-moi ou je fais un malheur, c'est-à-dire que effectivement peut-être qu'il en dit beaucoup pour obtenir un peu et que il peut se calmer ensuite. La question c'est quand même, enfin, je veux dire, ça reste à vérifier, quoi. On peut mesurer l'efficacité des droits de douane. En fait, c'est une colle, là, Louis. C'est une colle. Non, mais parce que c'est rien, moi. Peut-être que mon mari pourrait répondre. C'est un débat interminable entre les économistes qui se lancent des statistiques contradictoires à la figure, à longueur de journée, etc. Cela dit, globalement, le consensus des économistes émet plutôt beaucoup de doutes sur l'efficacité du protectionnisme pour assurer la croissance. Cela dit, si on a des soucis écologiques, peut-être que le fait que Trump prenne des décisions qui sont pas favorables à la croissance, etc., peuvent être considérées comme une occasion à saisir. Normalement, les écologistes devraient être protectionnistes. Oui, tout à fait, parce qu'il faut réduire il faut réduire la circulation un peu effrénée des marchandises à travers le monde, et que plutôt, comme dit un de mes amis, plutôt que d'échanger que des cargaisons de biscuits croisent des cargaisons d'autres biscuits, on pourrait peut-être échanger les recettes. Mais effectivement, en termes de PIB ou de PIB mondial, il vaut mieux échanger des cargaisons de biscuits qu'échanger des recettes de biscuits. Et le fait qu'on puisse faire venir, que ça coûte moins cher de faire venir de très loin des produits alors que les fabriquer chez soi coûtent beaucoup plus cher, ça c'est quand même une sorte de, comment dirais-je, c'est ce vice-là qu'il veut combattre. Parce que Donald Trump, mais en tout cas, Bernard Arnault a posé la question il y a moins d'une semaine en France, et on a vu le tollé que ça a suscité. C'est-à-dire que bien sûr que Bernard Arnault ne veuille pas payer plus d'impôts avec LVMH peut susciter l'agacement, mais la question de fond est quand même de dire plus le travail est taxé, plus on a tendance à délocaliser. Et je pense que de ce point de vue-là, on le voit bien. Et Donald Trump, mais pour nous, c'est absolument absurde. Il est prêt à relocaliser et demande aux entreprises américaines de revenir.
alors que ça va leur coûter plus cher. Pour nous, c'est absurde. On a du mal à comprendre ça. On est dans je pense qu'il nous fait quitter une sorte d'illusion que déjà. La Russie nous a forcé à ça. C'est-à-dire que la mondialisation heureuse, le fait que la négociation permette, finalement, entre les nations, le rapport de force dans l'histoire est plus présent que la négociation. Par ailleurs, Trump a dit clairement ces jours-ci que peut-être que les États-Unis allaient souffrir de la politique protectionniste, parce que ça va faire monter les prix, et donc ça peut relancer l'inflation, qui a été un des grands arguments dans les milieux populaires américains pour voter pour Trump plutôt que pour Biden. Charles réagit par mail et s'interroge de quelle manière riposter aux États-Unis. Ne pas le faire, dit-il, est une marque de faiblesse, donc ouvre la porte à d'autres agressions. Il peut y avoir d'autres agressions, Clotilde Brossolet ? Oui, possiblement, mais en fait, moi, je pense il est encore difficile de distinguer ce que disait Guillaume, c'est ce qui relève de la provocation et de la posture, de la réalité de ce que cherche Donald Trump. Et en fait, c'est un homme d'affaires, c'est un homme de la négo commerciale, et en plus de la télé-réalité. Donc, en fait, qui aime le spectacle. Et je pense que c'est vraiment une culture politique qui nous échappe totalement. Et il nous faut un peu de temps avant de comprendre le bonhomme. Une chose qui m'a frappé, c'est la place que tient le catch dans son entourage, avec des personnalités issues des fédérations de catch ou de spectacles de catch, etc. Il faut se souvenir de ce que c'est que le catch, c'est qu'on fait semblant de se faire très mal, mais on le fait pas vraiment, quoi. Donc, et je pense que beaucoup d'Américains, quand ils écoutent Trump, ils voient ça comme un peu une posture de catch, c'est-à-dire, regardez ce qu'il ose dire, etc. Mais en se disant, en fait, tout ça n'est pas si grave. Voilà. Mais pour le moment, on est un peu dans cette interrogation de savoir si c'est vraiment grave ou pas si grave que ça. Et d'ailleurs, je crois que la ministre de l'Éducation américaine est une ancienne responsable de la Fédération américaine de catch. Plutôt le catch que le MMA. MMA. Tout mène au ministère de l'Éducation. C'est un message pour les enseignants que vous me faites ce matin. En sport, ces derniers temps, on a connu une sportive à l'Éducation nationale en France. C'est vrai, peut-être qu'on va passer du MMA, du catch, jusqu'au groupe de métal, Louis Dauphren. Oui, finalement, c'est pas très éloigné. Hein. Bah oui. On y va maintenant. Vous attendez votre virgule chaque matin à 10h-10. Écoutez, je respecte le plan tel qu'il est établi. La séquence avait fait le tour du monde, la séquence du 26 juillet dernier, celle de Mea Culpa. Et oui, ça s'appelait Mea Culpa quand donc le groupe Gojira avait interprété cette séquence faisant apparaître donc des Marie-Antoinette avec leur tête ensanglantée sur le chant révolutionnaire Ça ira, dans une déflagration sonore du groupe donc de ce nom, qui s'appelle donc groupe de métal français Gojira, qui a été primé. Et donc aux Grammy Awards, c'était à Los Angeles, un couronnement devant toute l'industrie musicale américaine, dit-on. Donc c'est le groupe des JO Paris, des JO 2024 à Paris, et donc de cette séquence en particulier qui a reçu un prix. Voilà ce qu'on peut mettre en débat. La France s'exporte quand même, Clotilde Brossolet, ça devrait vous réjouir. Oui, peut-être pas avec ce qu'on préférerait. Mais en fait, j'ai re-regardé la séquence des JO. C'est un magnifique spectacle. Alors après, ce qu'il dit et ce qu'il représente me plaît beaucoup moins. Mais il y avait quand même cette alliance du métal avec une voix d'opéra. Métal en fusion. Voilà, c'est quand même splendide. Cette conciergerie qui s'enflamme. Voilà. Après, je suis pas sûre d'avoir très envie que la seule chose que l'on retienne de la Révolution française, ce soit la mort de Marie-Antoinette. Voilà. Mais je pense qu'il y a d'autres valeurs de la Révolution française qui avaient une dimension universelle que nous aurions pu exporter. C'est pas très étonnant, quoi. Voilà. C'est pas très étonnant. Vous semblez désabusé. Oui, je suis un peu désabusé. Et je pense qu'il faudrait pas qu'on remette une pièce dans la machine sur cette cérémonie d'ouverture, parce que je suis assez heureuse qu'on que ce soit arrêté là dès la polémique. Mais voilà, en fait, la pièce dans la machine, elle est remise d'office parce que le Grammy Awards récompense cette prestation, mine de rien. Guillaume Gaubert. Oui, alors moi je suis pas du tout familier avec l'univers du rock metal. Je ne sais pas qui sont les bons, les très bons, les moins bons dans ce domaine-là. Je sais pas quelle était la concurrence qu'il y avait en face de Gojira parmi les groupes nommés pour Metallica.
Oui, je connais le nom de Judas Priest, je crois voilà. aussi. Quand même. Non, mais je lis les journaux. Voilà, donc j'ai un petit peu de mal à évaluer la portée de cet événement. Je peux juste dire ce que moi j'ai ressenti à l'époque, mais qui est assez proche de ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que moi c'est pas mon truc. Mais voilà, ensuite c'est du grand guignol. Alors on aime ou on n'aime pas le grand guignol, quoi. Je veux dire, on peut pas considérer quand même que cette cérémonie et cette séquence en particulier faisait l'apologie de la terreur et de la décapitation. C'était plutôt une sorte de provoque ou de gag, que moi j'ai trouvé d'assez mauvais goût, mais auquel j'accorde pas une importance vraiment considérable. La symbolique ne vous a pas touché, donc Non, mais je ou pense... pas touché au-delà de. Et je pense que le Mais c'est métal... le boulevard du crime, Oui. c'est ce qu'avait dit le metteur en scène. Il y avait au 19e siècle, excusez-moi de Non, je vous en prie. couper la parole. Au 19e siècle, il y avait ce boulevard à Paris où il y avait des quantités de théâtre qui faisaient ce genre de grand guignol, et tout le monde trouvait ça plutôt rigolo. Enfin, tous ceux qui y allaient, en tout cas. Ce qui peut être débattu, c'est le fait de mettre ça en mondiovision. Oui, ça, d'accord. Parce que quand on va au boulevard du crime voir un spectacle, c'est une décision qu'on prend et on choisit à quoi on s'expose. Là, c'est tout le monde qui a été exposé à quelque chose qui pouvait choquer. Mais je vois plus ça comme un clin d'œil que véritablement comme une apologie, en tout cas. Oui, le métal joue avec un univers. Tous les groupes de métal ne sont pas satanistes, mais ils jouent avec cet univers, ce décorum. Donc en fait, la mise en scène de la cérémonie d'ouverture correspond parfaitement au décorum du métal. Donc là, c'est très aligné. Moi, je serais un peu plus sévère, c'est-à-dire que Olivier Boucheron a été un de mes enseignants. Patrick, pardon, oui, a été un de mes enseignants. Je pense que je le préférais quand il enseignait les villes italiennes 14e et 15e siècle. Mais il y avait C'est le grand prêtre de cette cérémonie. Voilà, un grand prêtre de cette cérémonie, Leïla Slimani. Enfin, si je puis dire. Il y avait quand même autour de la table des gens, on va dire, de culture et des gens intelligents. Et est-ce que le choix du grand guignol sanguinolent est pertinent ? Moi, c'est ça que je condamne. En fait, c'était pas un spectacle pour tout public. Et moi, j'étais très gênée parce qu'il était même plutôt glauque à des moments. Et que devait être un spectacle familial. Et j'avoue que j'étais contente que ma nièce de 8 ans soit pas avec moi quand j'ai regardé ça. C'est plutôt une question générale sur cette cérémonie d'ouverture que cet événement en tant que tel, ce moment. Et pour autant, ce sacre aux Grammy Awards montre bien que cette séquence a marqué le monde bien au-delà de la France. Oui, mais pour le métal, dans le domaine de la musique, il y a d'autres séquences qui ont marqué aussi et qui resteront. Je veux dire, Céline Dion, à mon avis, qui chante sur la Tour Eiffel, a marqué bien plus l'ensemble de l'humanité que ce groupe de rock, de rock metal. Et je pense que je ne sais pas si Céline Dion a un Grammy Award, je ne crois pas. Ah, peut-être. En tout cas, elle est bien plus écoutée qu'eux. En tout cas, le chanteur-guitariste du groupe, Joseph Duplantier, a dédié sa victoire à tous les groupes qui repoussent les limites. Soutenez vos artistes locaux, soutenez vos groupes locaux. Alors, je ne sais pas s'il veut des droits de douane sur la musique, mais en tout cas, c'est ce qu'il a lancé aux côtés de Marina Viotti en recevant ce prix lors de la pré-cérémonie. Ce qui est intéressant sur les Grammy Awards, c'est que Jimmy Carter, l'ancien président américain, vient d'avoir un Grammy Award lui aussi pour ses prêches dans l'église baptiste où il faisait. Et il en a fait des livres audio. Et conjointement aux Grammy Awards, il y a donc le groupe de métal et les prêches mais chrétiens. Dans le métal, il y a des groupes de métal chrétiens, et je peux encourager les auditeurs à écouter. Il y a Brian Welch, ancien chanteur de Korn, et qui est un groupe chrétien. Il y a aussi Alice Cooper. Donc en fait, il y a à boire et à manger. Il y a comme dans la vie, dans le métal. Qu'est-ce que ça dit Alice Cooper, c'est un homme. Oui, Alice Cooper, c'est un homme, oui. Vincent Fournier. Qu'est-ce que ça dit des Grammy Awards et de la culture globalement que porte cette cérémonie? Je crois que ce qu'on vient de dire, ce qu'on vient d'échanger en témoigne, c'est-à-dire que ça représente un éventail, l'éventail extrêmement large de la création musicale qui va des prêches de Jimmy Carter dans sa paroisse de Géorgie, États-Unis, jusqu'à effectivement une séquence provocatrice et choquante avec la terreur sous la Révolution. Voilà, mais est-ce qu'on a besoin de provocation? Vous parliez d'Alice Cooper. Alice Cooper joue au tennis sur scène avec des poussins, par exemple. C'est quand même pas très écolo, ça. À mon avis, aujourd'hui, il pourrait plus le faire. Mais apparemment, si je comprends bien, il s'est converti. Il s'est converti. Il y a un avant et un après. Mais
Non, mais est-ce que, Oui, mais est-ce que ça le sert à problème de ça, la en fait, le provocation, métal? Le problème de la provocation, c'est qu'il faut toujours, une fois qu'on a franchi une barrière, il faut franchir le plus possible de bas. Enfin, c'est sans fin. Donc, la provocation n'existe que parce qu'on en parle. Non, je pense qu'effectivement, on est dans une période où on commence à fatiguer un peu les provocations et que, effectivement, au début, les premiers qui franchissaient les barrières, on trouvait ça audacieux et éventuellement amusant. Et plus ça va, bon, effectivement, avec cette logique de surenchère, il faut toujours en mettre une couche de plus. Je pense qu'on arrive un petit peu à une forme de lassitude. Je le constate notamment chez des jeunes qui, par exemple, supportent mal les dessins de Charlie Hebdo, qui, moi, me paraissent pas particulièrement choquants. Donc, voilà, le monde est en train... Je pense que le monde est en train d'évoluer sur ce point. Et j'ai du mal à me... C'est une dernière question. Si le métal touche une génération... Non. Pas les jeunes. Non, hein. il Les jeunes suffit de n'écoutent pas le regarder la métal tellement, population hein. qui va au très Hellfest. jeunes, oui, Pas les très jeunes, mais au Hellfest, ce sont des familles entières qui viennent. Et il y a toutes les générations au Hellfest. C'est intéressant. D'ailleurs, plutôt un festival familial. Ça serait bien si on faisait une délocalisation au Hellfest. Et là, il y a des groupes Pour avoir des d'évangélisation. dons de Radio Notre-Dame. Il y a des et groupes RCF. d'évangélisation qui vont au Hellfest. C'est très ouvert. En tout cas, je crois que c'était pas un poussin, c'était un poulet. Non, c'est encore Alice pire. Ah non, Cooper. il a tout fait, Alice Cooper. Merci beaucoup en tout cas Guillaume Goubert, ancien directeur de la rédaction du quotidien La Croix, Clotilde Brossolet, éditrice. Vous êtes tous les deux chroniqueurs aussi sur les antennes de RCF et Radio Notre-Dame. Merci Louis Dauphren pour le débat du jour. Merci Pierre-Henri Paget ce matin qui réalisait cette matinale.